Et si le temps, tel que nous le percevons, n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette question vertigineuse avec l'astrophysicien Marc Lachiaizerie, qui nous dévoile une vision scientifique fascinante de la réalité. Bonjour Marc Lachiaizerie et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicien, théoricien et cosmologue. Pour commencer, pourriez-vous nous dire en quoi consiste précisément votre métier? Quel est le quotidien d'un scientifique comme vous? Je fais à la base de la physique. Et quand on fait de la physique, on peut officier dans plusieurs disciplines comme la gravitation, la thermodynamique, l'électromagnétisme, etc. Donc moi, c'est plutôt l'astrophysique et la cosmologie, c'est-à-dire l'astrophysique, comme son nom l'indique, c'est l'étude physique des astres. Qu'est-ce que c'est que les astres? Ce sont les objets qu'il y a dans le ciel de toutes sortes, les étoiles, le soleil, les planètes, les galaxies, jusqu'à l'univers lui-même dans sa totalité, dans sa globalité, et par exemple la manière dont il évolue, et c'est ça qu'on appelle la cosmologie. Donc il y a la planétologie, la sismologie stellaire qui étudie par exemple les variations des étoiles, la planétologie, l'étude de la Lune, mais la cosmologie est une discipline un peu à part. Et quand on fait de la cosmologie, qu'on étudie l'univers, évidemment, on peut le faire de plusieurs manières et la cosmologie existe depuis l'Antiquité, même depuis avant l'Antiquité grecque, puisque toutes les civilisations se sont posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que notre univers, comment il est fait, comment il est organisé, est-ce qu'il évolue, quel est le lien entre l'univers et nous. Mais ce qu'il y a de nouveau depuis un siècle ou depuis quelques siècles, c'est que la cosmologie est devenue scientifique. Alors, on peut dire qu'elle est devenue scientifique à peu près à l'époque de Newton, et l'époque de Newton, c'est-à-dire le XVIIe siècle, c'est le moment où est arrivée la physique moderne, puisque Newton introduit la notion d'espace, la notion de temps, et il introduit finalement la notion de loi universelle, et s'il y a des lois universelles, c'est qu'il y a un univers dans lequel ces lois sont valables. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, d'abord, la physique, dans sa signification moderne, existe, puisque c'est Newton qui l'introduit. Et deuxièmement, l'univers lui-même est un objet de la physique. Alors, à l'époque de Newton, l'univers, c'est quoi? C'est l'espace, le temps, et puis tous les objets qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais la cosmologie elle-même de Newton n'a pas grand intérêt parce que une fois que j'ai dit ce que je viens de dire, on a à peu près tout dit sur l'univers parce que selon Newton, il a une structure très très simple, il n'évolue pas. L'espace, c'est l'espace physique qui est identique à l'espace géométrique d'Euclide. Enfin, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Et les choses vont changer au début du XXe siècle avec la théorie de la relativité d'Einstein, ou plutôt avec les théories de la relativité d'Einstein, puisque Einstein va bouleverser la physique en deux temps, en 1905 avec la théorie de la relativité restreinte, en 1915 avec la théorie de la relativité générale, et puis on peut rajouter même en 1917 avec l'introduction de la cosmologie relativiste, dont bien sûr je vais parler. Alors, si on veut comprendre la cosmologie d'aujourd'hui, il faut comprendre un peu les bouleversements qu'a introduit Einstein. Alors, la première chose, j'ai dit, c'est la relativité restreinte en 1905 qui introduit un nouveau cadre pour faire de la physique. C'est-à-dire que cette physique qui avait été introduite par Newton deux siècles et demi plus tôt, elle était fondée sur l'idée de l'espace et du temps.
qui sont des notions qui nous sont bien sûr très familières, parce que même si la physique a changé, nous avons gardé dans notre vie quotidienne ces notions d'espace et de temps, c'est-à-dire on raisonne comme si on était dans l'espace et si le temps s'écoulait. En fait, Einstein a changé tout ça. Et cette théorie de la relativité restreinte, si on veut la résumer, c'est la disparition de ces notions d'espace et de temps en physique et remplacée par une notion nouvelle qui s'appelle l'espace-temps. Alors, c'est assez bouleversant du point de vue conceptuel et même du point de vue mathématique et physique, mais évidemment, on n'en a pas besoin dans la vie courante. Donc, dans la vie courante, on n'utilise pas vraiment cette notion d'espace-temps. Quelquefois, on voit ça résumé en disant l'espace-temps, c'est la réunion de l'espace et du temps. Non, c'est quelque chose de plus compliqué, de plus riche que ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient rapidement assez technique, mais on ne peut pas comprendre la cosmologie si on n'a pas, peut-être pas totalement assimilé, mais au moins compris cette idée que on peut plus parler vraiment d'espace et de temps, mais qu'il faut parler d'espace-temps. Je donne un exemple simple. Si vous observez une étoile lointaine, vous l'observez pas du tout dans l'espace d'aujourd'hui, parce que vous l'observez telle qu'elle était il y a, par exemple, 10 millions d'années ou même 1 milliard d'années si c'est beaucoup plus lointain. Donc, les objets que vous observez, on peut pas dire qu'ils sont dans l'espace, ou si vous voulez, on peut dire ils sont dans l'espace d'il y a 1 million d'années, mais une autre galaxie, c'est dans l'espace d'il y a 2 millions d'années. Tout ça, c'est dans l'espace-temps. Et l'espace-temps, il a une structure un peu plus compliquée que simplement la réunion de l'espace et du temps. Et aujourd'hui, si on veut faire de la cosmologie et qu'on étudie l'univers, on va parler des modèles de Big Bang, on va parler de l'expansion de l'univers, de son accélération, et peut-être du début de l'univers, de la fin de l'univers, des limites de l'univers. L'univers, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire, c'est cet objet physique dont je vais parler un peu quand même, qu'on appelle l'espace-temps, avec son contenu. Le contenu, c'est la matière, étoiles, galaxies, etc. Et puis les rayonnements aussi, les rayonnements qui se baladent dans l'univers, les rayonnements qui viennent des étoiles ou des galaxies et qui nous arrivent, des rayonnements maintenant, du rayonnement gravitationnel, on sait que ça existe aussi, et puis des rayonnements qui ont des origines un peu particulières, on en dira un mot aussi. Donc l'univers, voilà, c'est ça, c'est l'espace-temps avec un contenu. Et on va voir que déjà, dire ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau par rapport à ce qu'on disait avant. C'est quelque chose qui a déjà une signification très riche et très remplie d'informations, informationnelles, si vous voulez. Et c'est ça qui est la base de notre cosmologie. Et finalement, tout ce qu'on va pouvoir dire en cosmologie, quand on va parler de ce que j'ai évoqué, l'expansion, etc., ce sont des propriétés de l'espace-temps et même des propriétés géométriques de l'espace-temps, parce qu'il se trouve que cet espace-temps est décrit comme un objet géométrique avec des propriétés géométriques. De la même manière que chez Newton, on parlait de l'espace, mais qu'est-ce que c'est que l'espace ? L'espace, on dit, ça a 3 dimensions. Ça, c'est de la géométrie. Dans l'espace, on peut définir des longueurs, des distances. C'est de la géométrie. On peut définir des lignes droites. C'est de la géométrie. Alors, toute cette géométrie, elle disparaît dans les théories d'Einstein, mais elle est remplacée par la géométrie de l'espace-temps, qui est différente, qui n'a pas tout à fait les mêmes notions, qui a des notions qui vont être un peu plus compliquées, un peu moins familières, mais qu'il va bien falloir comprendre si on veut faire de la cosmologie. D'accord. Justement, en parlant de la cosmologie, on évoquait les objets qui se trouvent dans l'espace-temps, et il y en a qui fascinent énormément, c'est les trous noirs. Beaucoup de gens ont développé tout un imaginaire autour, je dirais, une vraie fascination. Concrètement, qu'est-ce que c'est un trou noir? Alors, c'est un peu comme pour la cosmologie. Pour comprendre les trous noirs, il faut comprendre un peu les théories d'Einstein. Donc, je fais un petit retour sur ces théories d'Einstein. On vient d'évoquer la relativité restreinte qui nous dit on remplace l'espace et le temps qu'il y avait chez Newton par l'espace-temps. Alors ça change déjà beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas pour faire de la cosmologie, parce que quand on parle de l'espace-temps de la relativité restreinte,
il nous manque quelque chose, il nous manque cette chose qui s'appelle la gravitation. Alors, on sait que la gravitation, c'est très important, parce que la gravitation, c'est ça qui est responsable du poids des objets, de la chute des corps. Par exemple, si vous lâchez un objet, il va tomber, c'est à cause de la gravitation. La pomme qui tombe de l'arbre, c'est la gravitation. Mais la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est la gravitation. La Terre qui tourne autour du Soleil, les planètes qui tournent autour du Soleil, les satellites qui tournent autour des planètes, c'est la gravitation. Les étoiles qui tournent dans une galaxie, c'est la gravitation. Les galaxies qui se déplacent les unes par rapport aux autres, c'est la gravitation. Et finalement, la structure de l'univers, la cosmologie, c'est la gravitation. Pourquoi on sait ça? Parce que la gravitation, c'est une interaction. Le Soleil agit sur la Terre et la force à tourner autour de lui. Bon, donc c'est une interaction. Des interactions, il y en a d'autres. Il y a les interactions électromagnétiques, il y a les interactions atomiques, nucléaires fortes, nucléaires faibles. Mais la gravitation, c'est la seule qui agit à grande échelle. Alors évidemment, quand on fait de la cosmologie, on est à grande échelle. Et donc, c'est la gravitation qui gouverne tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que peut-être vous savez que Newton, au XVIIe siècle, a énoncé les lois de la gravitation universelle. La fameuse loi de la gravitation qui indique que chaque corps exerce une force sur chaque autre proportionnellement aux masses. Bon, ça marche très bien, ça explique le mouvement des planètes, des étoiles, etc. Mais Einstein a dit, non, la gravitation, ça doit être plus compliqué que ça. Je passe sur les raisons qui ont amené Einstein à modifier la théorie de la gravitation, mais le résultat, c'est sa théorie de la relativité générale en 1915. Et dans cette théorie de la relativité générale en 1915, il va utiliser les résultats de sa théorie précédente, relativité restreinte de 1905, à savoir l'espace et le temps sont remplacés par l'espace-temps, et il va dire quelque chose d'entièrement nouveau. L'espace-temps, c'est-à-dire le cadre dans lequel on est, il est déformé. Il a une forme. Il a une forme géométrique. Alors, évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour un béotien, mais déjà, on peut parler des surfaces. On peut se dire, une surface, ça a une forme, on sait très bien. Par exemple, si vous avez la surface la plus simple, qui est la surface du plan, il est plat, il n'a pas de courbure, il est très simple. Ensuite, vous avez par exemple la surface d'une sphère, qui est un peu différente parce qu'elle est courbée, mais elle a une courbure constante, donc c'est pas trop compliqué. Et puis vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple un rideau froissé, c'est une forme beaucoup plus compliquée. Pour l'espace-temps, c'est pareil. Il peut être très simple, ne pas avoir de courbure, et ça c'était justement l'espace-temps de la relativité restreinte que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais Einstein dit, non, l'espace-temps il peut avoir une courbure, et cette courbure c'est finalement ce qui représente la gravitation. Alors vous voyez que c'est une idée complètement nouvelle par rapport à Newton qui dit la gravitation c'est une force qui s'exerce dans l'espace. Là, il n'y a plus d'espace, il y a l'espace-temps. L'espace-temps a une forme et la gravitation c'est la forme de l'espace-temps. Comment ça peut marcher? Einstein dit c'est très simple, un objet qui est soumis à la gravitation, il va se balader dans l'espace-temps courbe en suivant la courbure. Et quand on fait le calcul de la théorie d'Einstein, avec l'équation d'Einstein, on s'aperçoit que quand on applique ça, par exemple, à la Terre, on s'aperçoit, oui, la Terre tourne autour du Soleil, les autres planètes tournent autour du Soleil. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit finalement que la théorie de Einstein marche mieux que la théorie de Newton. C'est-à-dire que la théorie de Newton avait des petits problèmes pour rendre compte de certaines planètes, notamment la planète Mercure, qui est la plus proche du Soleil. Eh bien, dès que Einstein a découvert sa théorie de la relativité générale, il l'a appliquée à la planète Mercure, et hop, ça a marché. Donc, ça a été tout de suite le grand succès. Et peu après, il y a eu une confirmation de la relativité générale assez impressionnante. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'était à l'occasion d'une éclipse l'année 1919. Et à l'occasion de cette éclipse, on s'est aperçu, par une observation qui avait été menée dans ce but-là, que les rayons lumineux ne se propagent pas en ligne droite.
Pourquoi il se propage pas en ligne droite comme le croyait Newton? Parce que quand on est dans l'espace-temps courbe, les lignes droites n'existent pas, tout simplement. Si vous avez un rideau froissé ou un drap froissé, essayez de tracer une ligne droite là-dessus, vous y arriverez pas, simplement parce que sur un drap froissé, il n'y a pas de ligne droite. Il y a des courbes qui sont finalement le plus court chemin, qui remplace la droite sur le plan. C'est-à-dire, si vous prenez 2 points sur un drap, vous pouvez tracer un trajet entre ces 2 points. Vous pouvez tracer des tas de trajets. Et il y en a un qui va être plus court que tous les autres. Si on était sans courbure, ça serait la ligne droite. Dans ce cas-là, on appelle ça une géodésique. Et Einstein nous dit, eh bien, les objets, ils vont tout droit dans l'espace-temps. Ils suivent les géodésiques de l'espace-temps. Et voilà les lois de la gravitation. C'est ça. Et quand on calcule les géodésiques dans le système solaire, on s'aperçoit, on retrouve les orbites des planètes et ça marche mieux que la physique newtonienne. Donc voilà, la théorie de la relativité générale de Einstein nous dit 2 choses. L'espace-temps est courbe et deuxièmement, les objets vont tout droit dans l'espace-temps et c'est ça la gravitation. En fait, il faut rajouter une 3e chose, c'est comment il est courbe, comment? Qu'est-ce qui crée sa courbure? Et ça, c'est l'objet de l'équation fondamentale de la relativité générale, qu'on appelle l'équation d'Einstein, qui nous dit c'est la matière qui crée la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire, là où il y a le soleil, par exemple, l'espace-temps va être davantage courbe que à côté. Là où il y a la Terre va courber un peu l'espace-temps. Le soleil va courber un peu l'espace-temps. Et donc, voilà les lois de la gravitation. C'est finalement l'étude de la courbure de l'espace-temps. Alors, juste pour bien comprendre cette partie, quand la Lune tourne autour de la Terre, en fait, si je vous suis bien, ça voudrait dire qu'elle va tout droit, mais dans un espace qui est courbé autour de la Terre, c'est ça? Dans un espace-temps qui est courbé autour de la Terre. Exactement, c'est ça. En fait, quand vous êtes dans l'espace-temps, elle suit une espèce d'ellipse, de spirale autour de la Terre, parce que ça se propage, c'est un cercle, mais en même temps on avance dans le temps, donc c'est une courbe effectivement spiralée. Et il se trouve que c'est exactement la courbe qu'on appelle géodésique dans l'espace-temps déformé par la Terre, c'est-à-dire la Lune va tout droit dans l'espace-temps. Alors, il fallait trouver ça, il fallait avoir cette idée. C'est pour ça qu'on dit que Einstein est vraiment quelqu'un de génial, c'est que il a eu cette idée et elle marche. Non seulement elle marche, mais elle marche extrêmement bien depuis 1915. La relativité générale a été vérifiée dans toutes ses prédictions avec des précisions qui sont extraordinaires. Alors, parmi ces prédictions, justement, l'existence des trous noirs, l'existence des ondes gravitationnelles, l'existence des rayons lumineux qui ne sont pas droits mais qui sont courbes, tout ça a été vérifié avec des autres effets, encore plus bizarres qui concernent le temps, parce que, comme je vous l'ai dit, le temps n'existe plus dans les théories relativistes, ce qui veut dire que, quand on veut être précis, il est absolument impossible de synchroniser des horloges. Parce que puisqu'il n'y a pas de temps en relativité générale, les horloges n'indiquent pas le temps. Alors, elles indiquent quoi? Elles indiquent leur durée. Bon, ça c'est normal, les durées qui s'écoulent. Mais si vous avez 2 horloges qui sont parfaitement synchronisées, et si vous en déplacez une, vous la ramenez près de l'autre, elle n'est plus synchronisée. Parce que elles ont des indications qui sont devenues différentes. C'est quelque chose qu'on mesure parfaitement. Et non seulement on mesure tout ça parfaitement, ce qui a servi à tester la relativité générale, mais aujourd'hui, ces effets sont tellement bien mesurés et tellement bien compris qu'on s'en sert comme outil. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, si vous avez besoin d'un altimètre très précis, vous prenez 2 horloges, vous en mettez une en bas, une en haut, là où vous voulez connaître l'altitude, vous apercevez que c'est des horloges n'ont pas la même indication, c'est-à-dire vous arrivez à une horloge va par exemple mesurer, entre guillemets, la vitesse du temps qui s'écoule pour l'autre. C'est une mauvaise manière de parler puisque le temps n'existe pas, mais malheureusement tout le monde utilise ce terme de temps même dans des circonstances où le temps n'existe pas. Mais finalement, si vous pensez qu'il y a du temps, il y en a plusieurs, chaque horloge a son temps, et avec une horloge vous pouvez mesurer la vitesse de l'autre temps, et je rentre pas dans les détails non plus parce que c'est les dessous de la théorie, mais
mesurer la vitesse du temps entre une horloge et l'autre, ça vous donne très exactement l'altitude de l'horloge numéro 1 par rapport à l'horloge numéro 2. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen qu'on connaisse pour mesurer une altitude. Et on commence, alors pour ça évidemment il faut des horloges précises, mais on a des horloges qui s'appellent des horloges atomiques, qui sont des horloges très précises au milliardième de milliardième, donc c'est une précision évidemment qui est infiniment supérieure à celle de vos montres, qui n'est même pas un millionième. C'est déjà pas mal, mais bon, une montre, vous êtes content si elle est précise au centième de seconde. Déjà, bon, donc ça veut dire une précision qui est à peu près 100 millièmes. Là, on parle de précision du milliardième de milliardième, et on commence à faire des horloges atomiques, bon, pas aussi précises que ce que je viens de dire, mais quand même très précises, qui sont suffisamment précises pour qu'on puisse s'en servir comme altimètre. On peut s'en servir aussi pour détecter des nappes souterraines, de quelque chose, etc. C'est-à-dire que ces effets qui sont des effets relativistes, qui sont des conséquences du fait que le temps n'existe pas, sont devenus tellement faciles à mesurer qu'il s'agit plus de les confirmer parce que ça c'est déjà fait, mais qui sont devenus des outils pour la prospection, pour la détection des séismes, pour la mesure des altitudes, etc. Bon. D'accord. Donc, juste pour rebondir sur ce que vous dites, le temps n'existerait pas parce que finalement, quand on regarde une horloge, on a juste une sensation de temps qui passe. C'est ça? Quand vous avez une horloge, si vous avez deux horloges, par exemple, si le temps existait, vous diriez, les deux horloges ont la même indication. Or, vous pouvez vérifier sur Terre, il n'existe pas deux horloges qui donnent la même indication. C'est-à-dire, supposez qu'un jour, vous rassembliez toutes les horloges terrestres au même endroit, vous les mettez à la même heure, vous les synchronisez. Ensuite, vous les ramenez dans leur pays, à Rome, en Australie, tout ça, etc. Et elles n'indiquent plus la même heure. C'est-à-dire, supposez que vous appeliez temps l'indication de votre horloge parisienne. D'accord? Vous avez une horloge très précise, une horloge atomique, il y en a une dans les sous-sols de la Sergerie de Paris. Vous dites le temps, c'est l'indication de cette horloge. Très bien. Et comme les autres qui sont en Italie, à Rome, ne peuvent pas lire l'indication de l'horloge parisienne, je vais leur envoyer un tic-tac par fibre optique ou par rayonnement radio, ce que je veux. Eh bien, l'horloge de Rome, elle va recevoir le tic-tac, mais le tic-tac, vous l'envoyez toutes les secondes à Paris, elle reçoit le tic-tac toutes les 1, quelque chose secondes. C'est-à-dire que le temps de si vous voulez appeler ça temps, le temps de votre horloge à Rome, c'est pas la même chose que le temps de votre horloge à Paris. Et vous pouvez mesurer très exactement la vitesse du temps parisien à Rome, ça va être le 1, quelque chose, puisque vous recevez le signal d'une seconde toutes les 1, quelque chose secondes, ou bien dans l'autre sens. Et puis c'est pareil, le parisien peut mesurer la vitesse du temps romain. Donc de temps, il y en a autant que d'horloges, et il n'y en a pas deux qui peuvent coïncider. Et si vous vous dites, par exemple, il y a le système GPS. Vous avez bien sûr tous utilisé le système GPS. Eh bien, vous pourriez vous dire, quand le GPS m'envoie son signal, à quel moment m'envoie-t-il son signal? Cette question n'a aucun sens, parce que si vous essayez de trouver le moment où il vous envoie le signal, ce moment, on peut pas le dater. Autrement dit, le temps qui s'écoule sur Terre n'a rien à voir avec le temps qui s'écoule dans l'horloge du GPS. Et lorsque les ingénieurs de la NASA ont commencé à utiliser ce système, au début, bien sûr, il y a un logiciel qui transcrit les données du GPS pour les transformer en position. Et si vous faites le logiciel avec l'idée que le temps s'écoule sur la Terre comme dans le satellite GPS, vous faites une erreur d'à peu près 20 km par jour dans les positionnements. C'est beaucoup, oui. Parce que si vous faites une erreur de 1 microseconde, en 1 microseconde, la lumière parcourt quand même 300 mètres.
Et donc, comme les satellites vont à une certaine vitesse, sont à un autre endroit dans le champ gravitationnel de la Terre, les horloges dans le satellite n'indiquent pas du tout le temps terrestre, et les différences, ça se mesure rapidement en microsecondes, et donc ces microsecondes se convertissent en erreurs de position de 22 km par jour. Donc, vous pouvez pas faire comme si le temps existait. Vous êtes obligé d'en tenir compte. Dès que vous faites des mesures précises, puisque justement les mesures précises que j'évoquais tout à l'heure, c'est mesurer les différences de temps entre plusieurs horloges, et c'est de ça que vous tirez par exemple l'altitude ou la présence de nappes souterraines. Donc dès que vous faites des mesures précises, vous pouvez pas supposer que le temps existe. Dès que vous faites des télécommunications ou de la navigation spatiale, dès que vous faites de l'astronomie, dès que vous faites de la cosmologie, la notion de temps n'opère plus du tout. C'est des notions de durée. Et alors, il faudrait évidemment comprendre la différence entre temps et durée. Bon, j'ai écrit un bouquin là-dessus et je peux pas l'expliquer en 5 minutes, bien évidemment. Oui. Mais c'est pour vous dire que la relativité générale a des effets qui sont absolument originaux par rapport à la physique newtonienne. Parmi ces effets, je dirais, les plus déroutants, les plus contraires à notre intuition, ce sont les effets temporels. Alors, les trous noirs, vous m'avez posé la question, c'est un autre effet. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? On peut l'envisager de deux manières, parce que je vous parlais tout à l'heure du Soleil qui courbe l'espace-temps autour de lui. Si vous avez un objet plus compact que le Soleil, il va courber l'espace-temps encore plus. Si vous êtes encore plus compact, il va courber l'espace-temps encore plus. À la limite, vous pouvez avoir un objet tellement compact qui va courber l'espace-temps d'une manière extrême, et l'espace-temps est tellement courbé qu'on a une configuration de laquelle on ne peut plus sortir. Parce que, si vous voulez, une autre manière de le dire, c'est la gravitation est tellement forte que plus rien ne peut s'échapper de cet objet très compact, qu'on appelle trou noir. Donc il y a deux manières de voir un trou noir. Soit vous le voyez comme un objet très très compact qui exerce une attraction gravitationnelle extrêmement intense, qui empêche tout de sortir, même la lumière, c'est pour ça qu'il est noir, soit vous le voyez simplement comme une espèce de zone où la courbure de l'espace-temps est extrême, et c'est ce caractère extrême de la courbure qui empêche la lumière de s'échapper. C'est deux manières différentes de dire la même chose, et Einstein a été très surpris lorsque, peu après qu'il ait mis au point sa théorie, donc 1915, je crois c'est seulement un an après, il y a un physicien allemand, Karl Schwarzschild, qui a trouvé une solution de sa théorie de la relativité qui décrivait ces objets bizarres. Et lui-même a pensé, oui, c'est une solution et ça peut pas exister, un objet comme ça, c'est tellement bizarre. Et la plupart des physiciens ont eu le même réflexe en disant, bon, d'accord, c'est une solution théorique, mais ça n'existe pas. C'est des objets tellement bizarres, on voit pas comment ça pourrait se former. Et puis, les astrophysiciens ont fait des progrès en astrophysique, justement, notamment sur la compréhension du mécanisme dans les étoiles, et ils ont découvert que certaines étoiles pouvaient exploser à la fin de leur existence avec des dégagements d'énergie absolument énormes, et que ça pouvait, ces dégagements d'énergie, ces explosions, qu'on appelle les explosions de supernova, pouvaient donner lieu à la formation de ces objets très bizarres qui sont des trous noirs. Donc du point de vue théorique, on a commencé à se dire, finalement, un trou noir, ça pourrait peut-être exister. Et en parallèle, du point de vue des observations, au moment où on a commencé à faire des observations spatiales, ça a permis de détecter les rayons X qui viennent du ciel, parce que les rayons X, ils ont du mal à traverser l'atmosphère, donc on peut pas les observer du sol, ceux qui viennent du ciel, il faut les observer d'un satellite. Donc l'astronomie, disons, spatiale est née dans les années 70 à peu près. On a commencé à voir dans le ciel des sources de rayonnement X extrêmement intenses, et on s'est dit, comment ça peut être aussi énergétique, comment peut-il y avoir des objets aussi énergétiques qui émettent de telles quantités de rayonnement X? Et on a commencé à se dire que c'était des trous noirs, peut-être, parce qu'on ne pouvait pas imaginer un objet, disons, ordinaire, qui émette autant d'énergie, et en plus dans un volume aussi petit.
Donc, on s'est dit, c'est des trous noirs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que rien ne pouvait sortir d'un trou noir. Donc, évidemment, pas de rayonnement X non plus. Donc, c'est un peu paradoxal de dire un trou noir émet beaucoup d'énergie. En fait, c'est pas le trou noir lui-même qui émet de l'énergie, parce que le trou noir, il attire la matière autour de lui, puisque soit on le voit comme un objet qui, par sa gravitation, attire la matière, soit simplement comme une zone où l'espace-temps est tellement courbe que tous les objets tombent dedans. C'est deux manières différentes de dire la même chose. Mais les objets tombent très violemment sur le trou noir, et en tombant très violemment, ils rentrent en contact, ils se collisionnent les uns les autres, ça dégage beaucoup d'énergie, et c'est ça, les particules se rentrent les unes dans les autres, et c'est ça qui dégage toute cette énergie. Donc on a découvert ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Pourquoi stellaires? Parce que ils ont des masses qui sont de l'ordre d'une dizaine ou quelques dizaines de fois la masse du Soleil, la masse d'une étoile, et on pense qu'ils se sont formés lors de l'explosion d'une étoile. C'est pour ça qu'on les appelle stellaires, parce que on pense que c'est les très grosses étoiles qui, quand elles arrivent, des étoiles qui font plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Le Soleil, c'est déjà gros par rapport à nous. 10 fois ou 20 fois, 30 fois la masse du Soleil, c'est encore plus gros. Ces étoiles, en fin de vie, elles explosent, et lors de l'explosion, se forme un trou noir qui va avoir, par exemple, une dizaine de fois la masse du Soleil, et c'est ces trous noirs-là qui continuent à attirer de la matière, et qu'on observe par le rayonnement de cette matière qui tombe sur eux. Ça, c'est les trous noirs stellaires. Il y en a beaucoup dans notre galaxie, parce que toutes les grosses étoiles en fin de vie deviennent des trous noirs comme ça. Et il y a une deuxième catégorie de trous noirs qui, eux, sont beaucoup plus massifs, parce qu'ils font des milliards de fois la masse du Soleil, et on pense qu'il y en a un au centre de chaque galaxie. Alors, des galaxies dans l'univers, il y en a beaucoup. Alors peut-être pour les auditeurs qui savent pas trop comment tout ça est organisé, le Soleil, c'est une étoile avec des planètes autour. Les étoiles se regroupent dans notre galaxie qui s'appelle aussi la Voie lactée. Dans notre galaxie, il y a beaucoup d'étoiles. Il y en a, on pense, 2 ou 3 centaines de milliards. Donc 2 ou 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et puis, au-delà de notre galaxie, il y a du vide. Et puis, il y a d'autres galaxies. Ça a été découvert en 1924 par un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble. Donc en 1924, Edwin Hubble découvre que l'univers est rempli de galaxies. Chacune de ces galaxies, les galaxies, il y en a aussi des milliards, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais en tout cas plusieurs milliards, c'est certain. Et chacune de ces galaxies abrite 300 milliards d'étoiles, et autour de chacune de ces 300 milliards d'étoiles, il y a sans doute une dizaine de planètes ou quelque chose de ce genre. Bon, tout ça pour remettre les choses en place. Donc, dans notre galaxie, parmi ces 300 milliards d'étoiles, il y a un nombre de trous noirs assez important. Je saurais pas dire combien il y en a, mais c'est sûrement des centaines ou des milliers. Et en même temps, au centre de chaque galaxie, il y a ce qu'on appelle un trou noir supermassif, dont la masse, je vous l'ai dit, atteint plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Alors, comment se sont formés ces gros trous noirs-là? Eh ben, on pense que c'est les trous noirs stellaires qui se sont attirés les uns les autres, et chaque fois qu'il y a un trou noir qui en attire un autre, eh bien, ils s'attirent l'un l'autre, ils vont spiraler l'un autour de l'autre jusqu'à rentrer l'un dans l'autre, fusionner et donner un trou noir plus gros. Entre parenthèses, vous savez qu'on a détecté il n'y a pas très longtemps des ondes gravitationnelles. Pour émettre des ondes gravitationnelles, il faut un phénomène extrêmement énergétique, extrêmement violent, et on pense que justement les ondes gravitationnelles que nous avons détectées sur Terre ont été engendrées lors de la collision de trous noirs qui s'est produite il y a plusieurs milliards d'années, et donc très loin dans une autre galaxie également. Donc vous voyez, ça fait le lien entre cette prédiction de la relativité générale que sont les trous noirs et cette autre prédiction que sont les ondes gravitationnelles. Deux phénomènes qui sont extrêmement singuliers, extrêmement contraires à notre intuition, et parfaitement caractéristique de la relativité générale, puisque ça n'existait pas dans la physique newtonienne. Alors, je vais poser une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que les trous noirs sont dangereux? Parce que s'ils absorbent tout ce qui les entoure,
est-ce qu'il pourrait pas, à force de grossir de plus en plus, finir par engloutir tout l'univers? Alors, bonne question. Un trou noir, ça attire tout ce qu'il y a autour de lui. Et d'ailleurs, si on voit, entre guillemets, les trous noirs stellaires dont je parlais tout à l'heure, si on les voit en rayonnement X, ils émettent des rayonnements radio, etc. Comme je vous ai dit, c'est pas eux-mêmes qui émettent, mais c'est la matière qu'ils attirent très violemment qui émet de l'énergie. Donc le fait qu'on voit l'émission d'énergie par ces trous noirs indique qu'il y a de la matière qui est en train de tomber dedans. Quelle matière? Tout le gaz qu'il peut y avoir dans la galaxie, mais aussi les autres étoiles. S'il y a une étoile qui passe à portée du trou noir, hop, elle va finir dans le trou noir. Et on la reverra plus jamais, puisque une fois que la matière est dans le trou noir, une fois qu'elle a franchi une certaine limite qu'on appelle l'horizon, il est absolument impossible qu'elle ressorte, mais il est absolument impossible aussi que tout rayonnement qu'elle pourrait émettre ressorte. Le rayonnement aussi, il est piégé dans le trou noir. Et donc le trou noir, il grossit. Il se nourrit de toute cette matière qu'il absorbe, et c'est comme ça, sans doute, que se sont formés les trous noirs supermassifs qui occupent le cœur des galaxies, et les trous noirs stellaires, eh bien, de temps en temps, ils vont se rentrer dedans, ils vont s'absorber l'un l'autre pour former un trou noir plus gros. Donc, si jamais il y avait un trou noir qui passait à portée de la Terre, la Terre finirait avec nous tous dans un trou noir, c'est certain. Mais aux dernières nouvelles, c'est pas le cas. Mais je sais pas quelle chance on peut avoir quelle malchance on pourrait avoir que ça arrive, puisque des trous noirs, il y en a. Est-ce que la trajectoire d'un trou noir dans notre galaxie pourrait se rapprocher de celle du système solaire? J'avoue que je me suis jamais posé cette question, mais enfin, la chose est certainement possible. D'accord. Justement par rapport à cette idée de déformation de l'espace-temps, on entend souvent, surtout dans la science-fiction, que le temps ralentirait énormément, voire s'arrêterait complètement près d'un trou noir. Est-ce que c'est quelque chose de réel scientifiquement? Alors, dans un sens, c'est vrai, mais évidemment, le temps n'existe pas. Et si vous voulez, ce phénomène-là, c'est vraiment la manifestation du fait que le temps n'existe pas. Donc, le temps, si vous voulez, pour vous, si vous êtes quelqu'un avec une montre, vous pouvez par exemple mesurer les battements de votre cœur d'une seconde et tout. Quoi qu'il arrive, où que vous soyez dans l'espace-temps, le temps va s'écouler normalement. Ce que vous appelez le temps va s'écouler normalement, c'est-à-dire votre montre va continuer à faire tic-tac, vous allez entendre le tic-tac de la manière familière, vous allez prendre votre pouls, c'est toujours une seconde, vous allez respirer toutes les secondes, vous allez toujours digérer en quelques heures, vous allez toujours dormir 8 heures par jour si c'est votre habitude, etc. Quoi qu'il arrive, ça va toujours être vrai. Mais ce qui s'écoule, c'est pas le temps, c'est une durée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que votre durée s'écoule que cette durée va être perçue par quelqu'un d'autre de la même manière. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure à propos des horloges, mais dans le cas d'un trou noir, comme la courbure devient extrême, ces effets-là deviennent extrêmes aussi. Et je donne un exemple. Si vous tombez dans un trou noir, alors, si le trou noir, c'est un trou noir stellaire, dès que vous allez arriver à proximité du trou noir, la gravité est tellement forte qu'elle va complètement vous distordre et vous allez disparaître, vous allez être complètement écrasé par les forces de marée gravitationnelle. Mais si c'est un très gros trou noir, à ce moment-là, ces forces de marée sont moins intenses et vous allez pouvoir tomber dans le trou noir sans rien sentir de spécial. Sauf que, supposez que vous soyez effectivement donc un cosmonaute, que vous voyagez dans ce trou noir qui va vous avaler, et vous venez de la Terre quand même, et vous envoyez un signal, mettons, toutes les heures, pour dire je vais bien, etc. Tout va toujours très bien. Alors, vous êtes resté sur la Terre, moi je suis vers le trou noir, je vous envoie un signal toutes les heures. Au début, vous allez recevoir le signal toutes les heures. Évidemment. Alors, comme je vous ai dit, pas tout à fait toutes les heures parce que je me déplace.
toutes les heures plus une fraction de seconde. Et puis après, je vais peut-être accélérer. Donc vous allez recevoir le signal toutes les heures plus une minute. Et puis quand je serai encore plus loin et plus rapide, vous allez recevoir le signal toutes les 2 heures. Moi, je l'envoie toujours toutes les heures à ma montre, et même 1 heure pour moi. Et puis, petit à petit, vous allez recevoir le signal toutes les 3 heures, puis toutes les 4 heures. Vous allez recevoir... Moi, je vous envoie un top toutes les heures. Hein. Vous allez le recevoir toutes les 4 heures, toutes les 5 heures, et puis tous les jours. Et puis après, un par mois. Et puis, quand j'arrive près du trou noir, je continue à envoyer un truc toutes les heures, et vous allez le recevoir tous les mois, et puis tous les ans, et puis tous les 10 ans. Voilà. Mais pour moi, ce que j'appelle le temps s'écoule toujours de la même manière, pour vous aussi, sauf que il n'y a plus rien à voir entre le temps qui s'écoule pour moi, qui sont en fait des durées. Hein, j'utilise ce mot de durée parce que le mot temps, il est tellement trompeur que c'est une notion qui n'a plus cours. Mais les durées, tout s'écoule normalement pour moi, tout s'écoule normalement pour vous, mais il n'y a plus rien à voir entre les deux notions de durée qui s'écoulent pour moi et pour vous. C'est pour ça qu'on peut plus parler de temps, et c'est la même chose qui se passe sur Terre, sauf que évidemment c'est plus des différences aussi énormes, c'est des différences de fractions de secondes et même de fractions de microsecondes, mais quand on veut être précis, bah, c'est la même chose. D'accord, donc si je résume, plus je me rapprocherai d'un trou noir, plus mon temps, enfin mes durées «propres» entre guillemets, ils vont être désynchronisés par rapport à ceux qui sont plus éloignés. C'est bien ça? C'est un petit peu ça. Je sais pas comment le dire mieux. Moi, quoi qu'il arrive, je vieillis d'une seconde par seconde. Ouais. Mais la seconde, attention, il faut comprendre que la seconde, c'est pas une unité de temps, c'est une unité de durée. C'est comme si vous dites le mètre, c'est pas une unité d'espace, le mètre, c'est une unité de longueur. Et l'espace et la longueur, c'est quand même deux choses différentes. Le temps et la durée, c'est deux choses différentes. Et si vous voulez, dans l'espace, dans la conception normale qu'on a de l'espace, du temps, il y a un lien entre temps et durée. C'est-à-dire que la durée d'un phénomène, c'est simplement la date de la fin moins la date d'arrivée. En relativité, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous ai dit, on peut définir des tas de sortes de temps. Déjà, sur Terre, il y a le temps universel, il y a le temps des éphémérides, il y a le temps astronomique, il y a le temps atomique, il y a le temps légal, etc. Tout ça n'a rien à voir. Et pendant une année de temps universel, par exemple, il va s'écouler, il va s'écouler une année plus un jour de temps sidéral, quelque chose comme ça. Donc, vous en choisissez un parce que, disons, pour la vie sociale, voilà, le temps, c'est quelque chose qui a un intérêt social, mais ça ne marche que parce que notre vie sociale n'est pas réglée à la microseconde près. Donc, c'est toujours approximatif. Mais en fait, plus vous voulez être précis, plus vous vous éloignez de la surface terrestre, moins la validité de ce temps est bonne. Et je sais plus quelle est la question que vous m'aviez posée à propos du temps, mais enfin, voilà, on peut pas vraiment utiliser le concept de temps de la manière habituelle. Hein. Ouais. Oui, donc ce qui s'écoule pour moi, c'est pas du tout le temps, c'est la durée. Alors évidemment, tout se passe comme si c'était du temps, c'est-à-dire entre midi et 13 heures, j'ai vécu 1 heure. Non, c'est pas vrai, j'ai pas vécu 1 heure, j'ai vécu 1 heure plus une fraction de seconde, sauf que je peux pas m'en apercevoir. C'est-à-dire, si je viens vous retrouver demain ici à la même heure, vous aurez vécu 24 heures et moi j'aurais vécu 24 heures plus une petite fraction de seconde ou moins une petite fraction de seconde. Mais évidemment, ça joue pas dans la vie sociale. D'accord. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, on a parlé de déformation du temps et si j'ai bien compris, l'espace aussi se déforme et il serait également en expansion. Alors, quand on fait de la cosmologie globale, effectivement, il se produit un phénomène que l'on résume en disant l'espace grandit avec le temps. C'est une manière de parler qui, évidemment, n'a pas vraiment de sens en cosmologie, mais si vous voulez le dire d'une manière rigoureuse en cosmologie, simplement, ça revient à dire que la forme globale de l'espace-temps,
elle est d'une certaine manière évasée comme un entonnoir. C'est-à-dire ça grandit. Et si vous voulez, ce caractère évasé de l'entonnoir, c'est ce que dans le langage courant, on appelle l'augmentation de l'espace dans le temps. Bon, évidemment, l'espace de l'entonnoir, l'image de l'entonnoir, elle est pas très bonne, parce que l'entonnoir, il se trouve dans l'espace, alors que l'espace-temps, il se trouve dans rien du tout. Ça, c'est assez difficile à comprendre si vous n'avez pas fait de la géométrie, mais pour les géomètres, il n'y a aucun problème avec tout ça. C'est-à-dire, la forme de l'espace-temps est évasée. C'est la manière géométrique de dire il y a de l'expansion, il y a une expansion que dans la vie un petit peu courante avec un langage familier, on va traduire en disant l'espace augmente avec le temps. Alors, question, est-ce que l'espace augmente avec le temps toujours avec le même taux? Ou bien est-ce que ça ralentit, ou bien est-ce que ça s'accélère? Eh bien, on a découvert que ça s'accélère. C'est-à-dire, en gros, l'univers est en expansion, et cette expansion est de plus en plus rapide. Alors, pourquoi elle est de plus en plus rapide? C'est une question technique assez compliquée. Il faut faire appel à ce qu'on appelle la constante cosmologique, qui est également prévue dans la théorie de la relativité. Alors, il y en a qui croient pas trop à la théorie de la relativité et qui disent il y a un truc qu'on appelle l'énergie noire. Vous avez certainement entendu parler de l'énergie noire. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Mais les gens qui ne croient pas trop aux théories de la relativité, il y en a. Disent non, il y a plutôt quelque chose qui s'appelle l'énergie noire. Pardon? Et ça serait quoi cette énergie noire? Justement, on ne sait pas, personne ne le sait, parce que ça n'existe pas dans la physique d'aujourd'hui. Donc, les partisans de l'idée d'énergie noire disent il doit y avoir dans l'univers une substance bizarre qui a pour effet un effet gravitationnel non pas attractif, mais répulsif. Et donc, c'est ça qui pousserait l'expansion à s'accélérer. Sauf que, pour le moment, on ne sait pas ce que ça peut être. Ça veut dire qu'il faudrait modifier les lois de la physique. Comment? Je sais pas. Il y a des théoriciens qui essayent de trouver des idées, mais bon, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'ils cherchent et qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, je pense que c'est une idée qui aurait pu être intéressante, mais qui n'est pas une bonne idée. En physique, il faut avoir des idées nouvelles, hein, et des fois c'est des bonnes idées comme a eu Einstein, et des fois c'est des idées qui fonctionnent pas. Et la sagesse, c'est de renoncer à une idée qui fonctionne pas à temps, de pas trop persévérer. Et je crois que l'idée d'énergie noire, je pense qu'elle a fait son temps. Mais enfin, il y a quand même quelques chercheurs qui s'obstinent. D'accord, parce qu'en fait, l'énergie noire, c'est juste une sorte d'élément qu'on rajoute là pour essayer de lier des choses, non? Un peu comme, si vous voulez, à une époque, on disait, il y a quelque chose qui s'appelle l'éther. Et le problème, c'est que quand on a cherché à dire qu'est-ce que ça peut être cet éther, quelles propriétés doit-il avoir, on s'aperçoit qu'il doit avoir des propriétés qui sont contradictoires les unes avec les autres. Donc ça marchait pas. Et toute la crise du 19e siècle qui a abouti aux théories de la relativité, on peut dire c'est quelque chose qui vient de cette idée de l'éther, enfin c'est justement en réaction avec cette idée de l'éther. Et Einstein a dit, grâce à ma théorie de la relativité, le problème de l'éther est résolu. Alors, l'éther, d'une certaine manière, ça se confond un peu avec l'idée du vide, parce que quand on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Il reste que le vide, évidemment, mais l'idée de l'éther, c'est que ce vide aurait des propriétés, finalement, un peu analogues à celles de la matière, et c'est cette idée qui marchait pas. Alors, encore une fois, je fais de la pub, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Les avatars du vide, où justement j'ai expliqué cette idée, l'évolution des idées qu'on avait sur le vide ou sur l'éther. Parce que, en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas en physique, on va dire, c'est l'éther. Et c'est vrai, on le voit à plusieurs épisodes. Et pour moi, c'est un peu ça, l'énergie noire, c'est ça marche pas, donc ça doit être quelque chose qu'on invente, on l'appelle plus l'éther parce que ça a maintenant un peu mauvaise presse, on l'appelle énergie noire. Mais la différence, c'est que en fait, le problème, ce qui serait un problème
dont la solution serait l'éther, en fait, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a une autre solution qui s'appelle la constante cosmologique, qui est donnée par la théorie de la relativité et qui fonctionne très bien. Ok, toujours dans le côté un peu science-fiction, je dirais. Donc, on avait parlé des trous noirs qui attirent beaucoup de curiosité et toujours un peu dans cette thématique. Est-ce qu'on pourrait se déplacer plus vite que la lumière? Est-ce qu'une navette, un vaisseau pourrait aller un peu plus vite? Ou qu'est-ce qui nous empêcherait exactement? Alors, la réponse, c'est non. Et qu'est-ce qui nous empêcherait? C'est finalement la structure même de l'espace-temps. Alors, il y a une manière de le dire qui est quand même assez simple, c'est que en relativité, les notions d'espace et de temps disparaissent. Or, qu'est-ce que c'est que la vitesse? C'est un rapport d'une distance d'espace sur une durée de temps. Bon, mais si l'espace et le temps disparaissent, la notion de vitesse n'a plus vraiment de signification. Et la bonne notion en relativité, c'est pas la notion de vitesse, en fait. C'est quelque chose qu'on appelle la célérité. Je vais pas dire comment c'est défini parce que ça n'a pas grand intérêt dans ce discours, mais il y a une relation entre la vitesse et la célérité. Et il se trouve que la célérité, elle n'a pas de limite, hein, c'est-à-dire ça va de 0 à l'infini, comme une vitesse dans notre idée. Et il se trouve que la notion de vitesse, qui est une notion qui se construit à partir de la célérité, lorsque la célérité devient infinie, la vitesse, elle devient la vitesse de la lumière. Et en fait, on croit qu'il y a une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière, mais en fait, c'est déjà une célérité infinie. Et la célérité, ça peut pas être plus que l'infini. Donc, en fait, dire qu'il y a une vitesse limite, c'est simplement parce qu'on utilise la mauvaise quantité pour mesurer les choses. Si on utilisait la célérité, on voit que on va arriver à une célérité infinie. On va jamais y arriver puisqu'on n'arrive jamais à l'infini, ce qui veut dire qu'on va jamais arriver même à la vitesse de la lumière et la dépasser. Non, c'est impossible. Alors, à moins que toute notre physique soit fausse, je veux dire, peut-être que dans 10 ans, on va découvrir que toute notre physique est fausse, mais cette théorie de la relativité générale, elle est tellement bien vérifiée par toutes les expériences que j'ai mentionnées, les observations, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la courbure des rayons lumineux, les effets temporels. Je peux pas imaginer que même si la physique est bouleversée, cette théorie ne reste pas valable. Et il me semble que le fait qu'on ne puisse pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est une des choses qui est la mieux établie de toute la physique. C'est comme si vous disiez on va découvrir que la Terre n'est pas ronde. Bon, évidemment, on peut pas l'exclure absolument, mais ça serait quand même extrêmement étonnant vu toutes les observations, toutes les expériences qui montrent que la Terre est ronde. Je pense que c'est du même ordre. D'accord. Un mot sur le paradoxe de Fermi. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on pourrait l'expliquer en fait? Le paradoxe de Fermi, c'est assez simple. C'est à propos de cette idée d'extraterrestre. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre galaxie, on pense qu'il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles. On pense que autour de chacune de ces étoiles, il y a des planètes. Et il y a des gens qui se disent, pourquoi pas, une de ces planètes serait un peu semblable à la Terre, et pourquoi pas habitée par des habitants un peu semblables à nous, mais pas tout à fait, qu'on appelle les extraterrestres. Donc les bouquins de science-fiction, les livres de science-fiction sont remplis de choses comme ça. Et alors, ce qu'avait dit donc effectivement Fermi, c'est oui, mais s'il y a des extraterrestres, ils devraient venir nous voir de temps en temps, et où sont-ils? Voilà, où sont-ils? C'est ça le paradoxe de Fermi. Bon, il y a une réponse très simple, c'est non, il n'y a pas d'extraterrestres. Et aujourd'hui, alors, je me souviens, à l'époque de Fermi, si vous voulez, on commençait à comprendre comme il y avait beaucoup d'étoiles avec sans doute des planètes autour, il pouvait y avoir des chances qu'il y ait des extraterrestres. Aujourd'hui, on a bien vérifié que la plupart des étoiles avaient des planètes. On a vérifié aussi que ces planètes étaient très différentes de la Terre. Même dans le système solaire, les autres planètes qu'on connaît sont très différentes de la Terre. Et on a commencé à comprendre
comment la vie était apparue sur Terre. Et la vie est apparue sur Terre à la suite de concours de circonstances tellement singuliers, tellement originaux, que aujourd'hui on pense que même s'il y a des milliards de planètes, il y a quasiment aucune chance que la vie soit apparue sur une autre planète. Évidemment, on peut pas le savoir de manière certaine, parce que même des choses qui ont des probabilités très faibles peuvent arriver. Donc, si vous voulez savoir si oui ou non il y a de la vie sur une autre planète, je dirais c'est plutôt une question de foi qu'autre chose. Si on essaye de faire un raisonnement probabiliste, comme on avait fait il y a quelques temps, quelques dizaines d'années, bon, aujourd'hui, on connaît tellement de choses que la probabilité que ce qui s'est produit sur la Terre se produise ailleurs, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire, on pourrait dire, du point de vue probabiliste, la probabilité qu'il existe une vie extraterrestre est quasiment nulle. Mais je peux pas dire que le raisonnement probabiliste soit valable, soit intéressant ici, parce que l'univers, il y en a qu'un. Donc lorsqu'on a un seul événement, la notion de probabilité n'est pas vraiment pertinente. Donc je dirais, c'est plutôt une question de foi. Comme il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres non. Il y a des gens qui croient qu'il y a des extraterrestres, d'autres non. Mais comme dit Fermi, alors moi je pense qu'il y en a pas, mais je suis prêt à admettre l'idée qu'il y en ait. Mais il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que si jamais il y en a, on le saura jamais. Parce que imaginez, bon, on sait que peut-être il peut y avoir dans l'étoile la plus proche. Donc, il faudrait déjà, si on voulait communiquer avec eux, par exemple, suppose qu'ils nous envoient un signal, le signal, il mettrait déjà quelques années, pour nous parvenir. Si on voulait répondre, donc mettre une vie intelligente qui aurait la capacité d'envoyer des signaux et la volonté d'envoyer des signaux, déjà, c'est quelque chose qui aurait très peu de chances d'exister, surtout des signaux que nous serions capables de reconnaître. Alors, nous, on se dit, par exemple, alors, il y a un moment, on a cru, quand on a découvert les pulsars. Les pulsars, c'est des étoiles qui, tournant sur elles-mêmes un peu, nous envoient un signal, un peu comme un phare, un signal très périodique. On se dit, c'est tellement périodique, tellement régulier, que ça doit être une intelligence extraterrestre qui nous envoie ça. Et ceux qui ont découvert les pulsars, au début, ils ont appelé ça LGM, Little Green Man, parce que ils disaient c'est une intelligence extraterrestre qui nous envoie des signaux. Bon, donc voilà. Et même s'il y avait un signal, on pourrait pas le reconnaître. Mais imaginez qu'il y a une intelligence extraterrestre qui envoie des signaux, qui veuille envoyer des signaux. Bon, prenons les hommes. Les hommes, ils existent depuis 1 million d'années. C'est très peu sur les 13 milliards d'années d'histoire de l'univers, et sur les 1 million d'années ou peut-être 2 millions d'années, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on a la capacité d'envoyer un signal qui pourrait atteindre une étoile lointaine, et la volonté. Donc ça veut dire 10 ans sur 13 milliards d'années. Mettons qu'il y ait d'autres extraterrestres aussi, que pendant 10 ans ou peut-être même un siècle, ils aient la capacité. Il n'y a aucune chance que ça coïncide justement avec le moment où nous avons la capacité de les recevoir ou de les émettre. Donc, il faudrait... il y a une probabilité tellement faible que même s'il y a une vie extraterrestre qui existe, ce qui a déjà une probabilité très faible, elle puisse envoyer des signaux qui aient la capacité de nous arriver, que ça, je peux garantir que ça n'arrivera pas. Mais je peux aussi me tromper, bien sûr. Mais vraiment, c'est de la science-fiction. Je crois que c'est pas de la science. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il reste encore des mystères non résolus en cosmologie et à quoi pourrait-on s'attendre? Oui, bien sûr. Alors, il y a une première chose, c'est j'ai parlé d'énergie noire. C'est une chose, je pense que c'est plutôt de la science-fiction que de la science. En revanche, il y a un problème qui est sérieux, c'est ce qu'on appelle le problème de la matière noire. C'est assez mal baptisé parce que la matière noire, c'est pas vraiment le problème, c'est plutôt une solution proposée au problème. Bon, le problème, il est très simple, c'est qu'on observe dans l'univers, par exemple, des galaxies où les étoiles vont trop vite. Et on ne sait pas ce qui les retient.
Parce que, a priori, une étoile dans une galaxie, elle reste dans la galaxie parce que la masse de la galaxie les retient. Comme la Terre reste dans le système solaire parce que la masse du Soleil les retient. S'il n'y avait pas la masse du Soleil, la Terre, elle irait se balader dans l'espace. S'il n'y avait pas la masse de la galaxie, une étoile irait se balader dans l'espace. Le problème, c'est que quand on fait le calcul, la masse de la galaxie, elle n'a pas l'air d'être suffisante pour retenir les étoiles qui vont trop vite, quoi, finalement. Et donc, quelle est la réponse à ce problème? La réponse la plus simple, c'est de dire, en fait, la masse de la galaxie, elle est plus forte que ce qu'on voit. Donc, il y a quelque chose qui est massif et qu'on ne voit pas, qu'on appelle la masse invisible ou la matière noire ou la masse cachée. Il y a plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose, sauf que cette chose-là, on ne sait pas ce que c'est. Ce problème a été découvert il y a plus d'un siècle et on a cherché la matière noire, on a cherché est-ce qu'il n'y aurait pas des étoiles invisibles, des planètes qu'on ne voit pas, des trous noirs un peu partout, de la poussière, du gaz. Non, ça marche pas. Donc on s'est dit ça doit être quelque chose qui est invisible parce que la poussière ça se voit pas, mais ça peut se voir parce que de temps en temps ça reflète la lumière des étoiles ou au contraire ça masque la lumière des étoiles et finalement on peut la déceler. Non, il y en a pas, etc. Donc il faudrait que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas déceler, donc une nouvelle espèce de matière. Bon, donc on a dit aux physiciens des particules, les physiciens des particules, ils savent pas trop parce que leur modèle est pas très, on va dire, est pas très au point. Et donc ils disent on va chercher, on va faire des expériences. Et ils ont commencé à faire des expériences. Et plus ça va, plus l'expérience montre que on détecte rien de bizarre, rien de non prévu. Donc on commence à se dire peut-être que la réponse au problème c'est pas la matière noire, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Comme on voit pas, on se dit peut-être que l'analyse que l'on fait n'est pas bonne. Donc peut-être qu'à ces échelles-là, dans ce domaine-là, la relativité n'est pas exactement la bonne théorie, qu'il faudrait la modifier. Donc j'ai des collègues chercheurs qui cherchent si on pourrait pas remplacer la relativité générale par ce qu'on appelle une théorie de gravité modifiée. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la relativité générale, elle a été testée de plusieurs manières, de tas de manières. Tout ce que j'ai dit, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, les rayons lumineux courbes, les effets temporels. Donc, c'est très difficile de trouver une autre théorie qui serait en accord avec tous ces tests-là. Et puis une théorie qui serait aussi simple et aussi élégante mathématiquement que la relativité générale. Ça, c'est peut-être pas des critères aussi importants parce que il se trouve que la relativité générale a une qualité extraordinaire, c'est que conceptuellement, elle est très simple et mathématiquement, elle est très élégante. C'est-à-dire, je sais que la relativité générale a l'air d'être quelque chose de très compliqué, mais finalement, avec les phrases que j'ai dites au début, je les résumées. Vous voyez, il y a quand même un caractère très très simple. C'est beaucoup plus simple que la physique newtonienne quand on regarde les choses sans rentrer trop dans les détails. Donc, on serait content si on trouvait une autre théorie qui soit aussi simple. Mais on la trouve pas. J'ai des collègues qui, encore une fois, la cherchent depuis des décennies. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de la cosmologie et de l'astrophysique. Autre problème, comment a commencé l'univers? C'est-à-dire, on parle de Big Bang. Ce qu'était ce Big Bang, on pense plus de la même manière que quand le Big Bang a été introduit. L'idée de Big Bang a été introduite dans les années 1920-1930. On pense qu'il y a des effets quantiques qui ont dû jouer à cette époque, mais on ne sait pas les prendre en compte. Donc, on est complètement ignorant sur le début de l'univers, sur ce qui s'est passé, disons, peut-être dans les premières secondes. Il y a des gens qui disent peut-être qu'il y a eu une période avant qui a duré très très longtemps, des milliards d'années aussi, où l'univers était en contraction, et puis à cause d'effets quantiques, il a rebondi, et c'est ça qu'on appelle le Big Bang, et il est rentré en expansion. C'est possible, sinon peut-être autre chose dont on n'a pas idée. C'est un mystère, on ne le sait pas. L'autre mystère, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. On ne le sait pas non plus, parce qu'il y a sans doute des effets quantiques
J'ai un collègue qui s'appelle Carlo Rovelli qui vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle Trou blanc. Donc, il suppose que à la fin de sa vie, un trou noir devient un trou blanc. Alors, un trou blanc, c'est un peu la même chose qu'un trou noir, mais à l'envers dans le temps. Bon, je veux pas rentrer dans ces détails-là. Vous pouvez acheter le livre de Carlo Rovelli si vous voulez, mais c'est une idée, c'est pas du tout quelque chose de prouvé. Si vous voulez, il y a des questions qu'on ne sait pas résoudre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé il y a très longtemps dans ce qu'on appelle le début de l'univers, ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Ça, c'est de l'ignorance. Et le problème de la masse cachée, là, c'est un problème vraiment concret parce qu'on a des observations qui sont en désaccord avec ce que nous dit la théorie. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faut résoudre pour que notre physique soit cohérente. Mais pour le dire d'une autre manière, si vous voulez, ces problèmes que j'ai mentionnés de la cosmologie, on peut dire que ça reflète un problème de la physique elle-même, parce qu'en physique, on a deux théories fondamentales qui sont la relativité générale, dont j'ai beaucoup parlé, et la physique quantique, dont j'ai moins parlé. Et finalement, ces deux théories sont incompatibles. Donc, comme nous vivons dans un univers et pas dans deux univers à la fois, ou bien il y en a une qui est valable et pas l'autre, mais laquelle, ou bien aucune des deux n'est valable et il y a quelque chose de plus fondamental que nous n'avons pas encore trouvé, et donc la recherche en physique théorique est très active dans ce domaine. Pour conclure cet échange, j'aimerais bien vous poser une dernière question. Avez-vous écrit des livres qui pourraient aider ceux qui sont curieux de ce sujet à approfondir leurs connaissances et à mieux comprendre ces mécanismes? Alors oui, j'ai écrit plusieurs livres qui se rapportent à ce sujet. Le dernier s'appelle tout simplement Gravitation, édition Flammarion, et je parle un peu de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire de la théorie de la relativité elle-même, enfin de Newton d'abord, la théorie de la relativité, et puis de ses effets un peu surprenants. Et je détaille justement ces effets et les différentes expériences ou observations qui ont permis de les mettre en évidence. Hein, et puis je parle des trous noirs, des ondes gravitationnelles, de la cosmologie, des effets temporels, etc. Et j'ai écrit un autre bouquin qui est plus spécialisé sur les effets temporels. C'est un livre qui s'appelle Voyage temporel, justement, édition du Seuil, où je détaille ce que permet la théorie de la relativité générale et qu'on peut appeler voyage temporel, en distinguant les voyages temporels vers le futur et vers le passé, puisque ce sont deux questions qui sont finalement très différentes. Donc, tous les détails sur les voyages temporels sont dans ce livre-là. Et puis, j'ai quelques autres. Alors, j'ai un petit livre aussi qui détaille un peu tout ça de manière plus grand public, qui s'appelle Einstein à la plage aux éditions Duno. Et c'était le premier livre de cette collection. Voilà, c'est beaucoup plus grand public, c'est-à-dire c'est à peu près du niveau de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est facile à suivre. Si vous plongez dans Gravitation, ça vous demandera quand même un peu plus d'effort. C'est pas un livre que vous pouvez lire sur la plage comme ça en une après-midi. Donc vous avez le choix. D'accord, merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment très très intéressant. Merci encore et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Merci.